Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui s'appelle Hécatombe, qui est un outil de post-exploitation en test d'intrusion, avec un invité dont le pseudonyme est Processus. Bonjour Processus. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors, Processus, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, alors je travaille dans une équipe SOC, donc un centre de sécurité, en tant qu'analyste. Et j'aime bien tout ce qui est un petit peu offensif, sur la cybersécurité. Et donc, du coup, dans le cadre de mon travail, mon manager me permet aussi de faire un petit peu de tests d'intrusion interne et externe. Alors, comment t'es venue l'idée de développer ce projet ? Alors en fait, c'était justement pendant le cadre d'un test d'intrusion sur une infrastructure de sauvegarde. J'essayais en fait de prendre le contrôle d'une base de données d'un serveur MS SQL et je me suis rendu compte qu'un admin en fait avait enregistré le mot de passe de la base de données dans le gestionnaire d'identification de Windows. Et donc en fait, ces informations d'identification, elles sont déchiffrables avec la clé privée du contrôleur de domaine dans un environnement Active Directory. Et je me suis rendu compte que le déchiffrement n'était pas possible d'être réalisé en fait à distance avec Pipicats, qui est en fait le clone de Mimikatz écrit en Python. Et donc j'ai dû utiliser Mimikatz pour pouvoir exporter cette clé privée et déchiffrer l'identifiant pour accéder à la base de données. Donc c'était ça le postulat de départ. Et donc le problème, c'est que Mimikatz est détecté partout, c'est ça ? Ou en quoi c'était un problème d'utiliser Mimikatz ? Alors le problème, c'est que c'est toujours plus rigolo de travailler sous Linux. Et Mimikatz, faut forcément le uploader sur la machine. Donc du coup, c'est beaucoup plus détecté par tout ce qui est antivirus, EDR, etc. Donc dans le cadre d'un pentest externe, c'est assez embêtant de désactiver l'antivirus du client. Et donc, vu que c'était pas intégré dans Pipicats, j'ai contacté en fait son créateur, Skelsec, et je l'ai intégré en fait dans son GitHub, toute la partie en fait déchiffrement d'identifiants avec le fichier PVK, ce qu'on appelle donc la clé privée du contrôleur de domaine. C'est de là en fait que je me suis intéressé au fonctionnement du déchiffrement d'identifiants, avec la clé privée du domaine. Et le but de Pipicats, c'est vraiment d'être hyper indépendant au niveau des librairies. Il s'appuie sur quasiment aucune librairie, il fait tout à la main. Donc j'ai mangé de la doc pour comprendre un peu comment extraire les bonnes données du fichier PVK, donc le fichier qui est extrait du contrôleur de domaine et qui contient la clé privée, pour ensuite construire l'algo de déchiffrement qui est basé donc sur RSA et obtenir la clé de déchiffrement du domaine. Je vais peut-être regretter cette question, mais est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement de DP-API à nos auditeurs en quelques mots ? Enfin, tu parles de clé PVK, etc. sans forcément rentrer dans les détails, mais c'est quoi, d'où ça vient ? Alors, la DP-API, ça paraît être quelque chose de compliqué. En fait, c'est relativement simple, en tout cas dans sa manière de fonctionner. Le fonctionnement des identifiants qui sont stockés dans le gestionnaire d'identification de Windows. Ces identifiants, ils sont stockés dans le répertoire AppData de l'utilisateur et ils sont chiffrés avec ce qu'on appelle une master key. Cette master key, c'est un peu comme un grand mot de passe qui se trouve stocké lui-même dans un fichier MKF pour un master key file qui est également stocké dans le répertoire AppData de l'utilisateur. Et ce fichier MKF, il est également chiffré. Et il est chiffré soit hors d'un domaine avec le hash en SHA-1 du mot de passe de l'utilisateur courant, soit dans un domaine avec la clé publique du contrôleur de domaine. Et en fait, l'outil de chiffrement-déchiffrement de ces fichiers d'identification, c'est ce qu'on appelle la Data Protection API, donc la DP-API, qui est l'API de chiffrement qui est proposée par Microsoft dans Windows. En fait, ils ont proposé cet outil-là pour éviter que les développeurs fassent leurs propres algorithmes
puisque en fait c'est un travail de cryptographe, pas forcément de développeur. Ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de logiciels qui n'étaient pas forcément avec des bonnes solutions de chiffrement, et donc du coup ils ont intégré leur propre solution qui est assez facile à utiliser. Et le gestionnaire d'identification, il permet en fait de contenir des identifiants, donc soit SMB, RDP, pour atteindre des serveurs sur lesquels les identifiants du domaine de l'utilisateur actuel ne sont pas valides. Donc c'est à ce moment-là que c'est super pratique pour pouvoir pivoter sur un autre domaine ou sur un autre réseau si on récupère en fait ces informations d'identification. Alors, il me semble que la DPAPI, au départ, n'a pas été conçue par Microsoft, mais ils sont passés par une société tierce, McAfee, quelque chose comme ça, qui leur a fait le design de DPAPI. Mais ça, il faudrait fouiller dans l'historique, il y a 20 ans. Ah, j'avais pas du tout la ref de ce truc-là, alors. J'étais pas au courant de ça. Il faudrait que je retrouve sur Internet. Mais tu peux préciser comment ça fonctionne, parce que tu parles de clés publiques, clés privées, mais du coup, ça veut dire comment est-ce que ces secrets sont déchiffrés dans le cas du domaine? En fait, la clé du contrôleur, elle sert juste à faire de la recovery, non? Le mot de passe de l'utilisateur est utilisé dans tous les cas pour les opérations courantes. Alors, la clé du contrôleur de domaine, elle va permettre de déchiffrer le fichier MKF, donc la master key file, pour récupérer la master key qui est contenue à l'intérieur. Et ensuite, cette master key, elle va permettre justement de déchiffrer le blob, donc le fichier credential, le fichier qui contient les informations d'identification. Pour ma partie, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur la partie de déchiffrement du fichier PVK. Ensuite, pour le reste, je me suis un peu servi de ce qui était déjà fait. J'ai pas tout réécrit. L'outil que j'ai fait, c'est basé sur Impacket. Tout simplement parce que déjà ça utilise la syntaxe d'Impacket au niveau de l'authentification. C'est très simple à utiliser pour se connecter soit avec un mot de passe, soit avec un hash, etc. Et en fait, dans Impacket, il y avait déjà la gestion de déchiffrement de blob et de déchiffrement de master key. Il y avait juste la petite partie utilisation d'un fichier PVK, donc l'utilisation de la clé privée qui n'était pas forcément intégrée correctement. Tu peux rappeler ce qu'est Impacket ? Oui, alors Impacket, c'est une suite d'outils Python qui permet de faire pas mal d'interactions, notamment lors de tests d'intrusion. Et donc la clé privée du contrôleur de domaine se retrouve à un moment donné sur la machine, forcément pour déchiffrer le fameux fichier MKF sur la machine de l'utilisateur. Là, dans le cas de l'utilisation de l'outil, tu veux dire ? Oui, par exemple, ou pour déchiffrer le fichier MKF, s'il y a besoin de cette clé, comment est-ce que ça se passe Alors, en fait, le script, il fonctionne assez simplement. Ça récupère en fait les ordinateurs et les utilisateurs de l'annuaire Active Directory, et ça va faire en fait une résolution DNS auprès du contrôleur de domaine ou auprès d'un DNS externe pour se connecter ensuite en SMB sur tous les ordinateurs et récupérer tous les identifiants et les master keys de tous les utilisateurs. Une fois qu'on a tous les identifiants des utilisateurs, on peut ensuite extraire la clé privée du contrôleur de domaine. Et pour ça, en fait, ça se passe également à distance via RPC. Et donc, pour les auditeurs qui sont pas trop familiarisés avec cet univers-là, ça utilise exactement DCE-RPC, qui est un protocole d'appel de procédure distante. C'est comme une API qui permet d'interagir avec un hôte à distance pour appeler en fait des fonctions qui sont prédéfinies par Microsoft. L'avantage de DCE-RPC, donc c'est le descendant de MSRPC maintenant, c'est que il peut fonctionner sur des namepipes SMB qui sont en fait des connexions logiques, un peu comme des lecteurs réseau, donc de manière distante. Donc on peut se connecter via SMB, via RPC à des fournisseurs qui permettent d'appeler différentes fonctions. Par exemple, dans Impacket, DCE-RPC se connecte sur le namepipe svctl pour utiliser psexec ou @svc pour utiliser @exec, qui permet dans le premier cas de créer un service et dans le deuxième cas une tâche planifiée. Dans le cas de cet outil-là, on se connecte au fournisseur LSA-RPC, donc pour communiquer avec le processus LSASS, pour récupérer justement la clé privée du contrôleur de domaine. Et ensuite, on va déchiffrer la totalité des secrets des utilisateurs, donc en déchiffrant les master keys, et ensuite en déchiffrant les blobs. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le tout est basé sur Impacket. Ce genre d'outil, c'est bizarre, personne l'avait déjà fait ?
Alors en fait, le concept existait déjà. Il y a un outil qui s'appelle DonPapi qui permet justement de faire sensiblement la même chose, mais qui prend uniquement en paramètre une plage d'adresse IP. J'ai eu l'occasion d'échanger sur Twitter avec le développeur de DonPapi, donc Touf, qui a expliqué que lui, de son côté, pour automatiser en fait la récupération en fait de ces hôtes, il fait d'abord un Bluedown pour énumérer l'entièreté de l'annuaire, et ensuite il va exporter la liste des ordinateurs dans un fichier texte, et il fait une résolution manuellement qui passe ensuite en paramètre à DonPapi. Parce que le problème, c'est que quand on arrive dans un pentest, surtout dans un pentest externe, on n'a pas du tout d'idée de comment est conçu le réseau, et plus particulièrement les réseaux. Et donc, quand on doit donner à ce type d'outil une plage d'adresse IP, on n'a pas forcément connaissance de toutes les plages d'adresse du réseau. Et d'ailleurs, c'était le cas dans plusieurs pentests externes que j'ai fait. Et donc là, du coup, Hécatombe, le fait qu'il récupère la liste des ordinateurs de l'annuaire et qu'il fasse une résolution DNS derrière, ça permet d'avoir justement l'intégralité des sous-réseaux, même si on les connaît pas à l'avance. Et le fait d'avoir en fait l'intégralité donc des machines est vraiment indispensable, ou c'est simplement pour pouvoir c'est un but du pentest ou Alors là, c'est vraiment un outil qui permet de faire de la post-exploitation, donc pour aller plus loin, pour essayer de pivoter. Donc c'est tout l'intérêt de récupérer l'entièreté des ordinateurs. Alors évidemment, dans l'annuaire LDAP, il va y avoir aussi des ordinateurs portables, par exemple, qui potentiellement seront pas sur site le jour où le pentest aura lieu. Mais en tout cas, ça permet que si on a des informations d'identification qui sont par exemple stockées par des personnes qui font de la comptabilité et qui se connectent à distance sur des applications, sur d'autres domaines, ou alors si on a des admins qui font du support pour des VPN, via des VPN sur des réseaux de clients ou ce genre de choses, on peut facilement pivoter en fait sur d'autres réseaux, d'autres domaines, puisque leurs identifiants de l'annuaire actuels ne seront pas utilisés. Et après, une fois qu'on a récupéré ces mots de passe-là, on peut facilement rejouer les mots de passe sur d'autres serveurs ou d'autres applications. Donc c'est vraiment le but, c'est de pouvoir pivoter en fait. Oui, parce que le problème en pentest, c'est surtout le volume. Quand tu rentres chez un CAC 40 et que tu as 40 000 machines, 20 000 serveurs et autant d'utilisateurs et de comptes de domaine, enfin de comptes de service, il faut pouvoir automatiser un maximum, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un des axes d'amélioration de l'outil. Là, dernièrement, on a, avec un autre utilisateur, mis quelques améliorations en place, notamment l'utilisation de SMB2 pour faire des requêtes et LDAP Free pour requêter l'annuaire plutôt que de passer directement par une paquette. Ça évite en fait de déclencher des protections type EDR. Même si l'outil reste dans un but de pentest et pas de red teaming, le but c'est pas forcément de faire le moins de bruit possible, c'est vraiment que ça fonctionne. Et donc dans les améliorations qu'on a envisagées, c'est de mettre en place du threading pour la récupération des identifiants via SMB. Aujourd'hui, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment une grosse boucle while qui va faire du SMB client sur chaque poste pour récupérer les blobs et les master key files. Donc du coup, ça pourrait être une possibilité d'amélioration qui permettrait de gagner énormément de temps. Alors, tu parles justement de détection. Est-ce que Impacket est quand même utilisé par à peu près tous les outils de pentest en Python? Est-ce qu'il y a des moyens simples de détecter l'utilisation de ton outil d'un point de vue Blue Team, je veux dire? Alors justement, tu fais bien de parler de Blue Team également. J'y reviendrai juste après. Et surtout un analyste SOC. C'est-à-dire là, on a vraiment l'impression que tu es un pur pentester. En fait, c'est surtout que j'adore l'offensif. Donc, je me dis que pour savoir défendre, il faut savoir bien attaquer. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis parti dans plutôt la sécurité défensive, même si j'adore l'offensif. Donc, du coup, pour essayer de détecter un maximum, déjà, il faut surveiller à tout prix LSASS.
Il y a des mécanismes qui existent déjà pour sécuriser un maximum ce processus-là. Je pense à RunAsPPL par exemple ou ce genre de choses. Il faut vraiment essayer de monitorer un maximum. Il y a beaucoup de DR en fait qui vont se focaliser pour faire juste des vérifications des appels du kernel, et il y a d'autres outils, donc ils fonctionnent que en kernel land, et il y a des outils qui permettent par exemple comme je crois que c'est RPC Monitor qui permet de fonctionner en userland et de vérifier les calls qui sont envoyés via RPC. Donc il y a plein de petits mécanismes en fait qu'on peut mettre en place comme ça pour détecter justement l'extraction en tout cas de la clé privée du contrôleur de domaine. Mais bon, on arrive à un stade où en fait un attaquant est déjà admin du domaine. Donc si la Blue Team l'a pas détecté avant, il faut revoir l'équipe SOC. Et du coup, quelles sont les évolutions que tu envisages dans l'outil? Parce que là, qu'est-ce que tu peux faire en fait en ayant accès à des PAPI à part enregistrer tous les secrets, enfin extraire tous les secrets enregistrés localement sur les machines? Alors, pour l'instant, il y a que cette possibilité-là. Le but, c'est pas de faire concurrence en fait à DonPapi, puisque DonPapi, lui, va également requêter des PAPI, mais pas seulement. Il va récupérer les identifiants qui sont stockés dans Chrome, dans les tâches planifiées, etc. Il y a plusieurs outils également qui utilisent des PAPI. Je crois que de mémoire, il y a Dropbox, iCloud. Mais là, la principale optimisation, ça va être justement la mise en place de threading, comme je l'ai dit. Dans les améliorations qu'on a ajoutées dernièrement, donc il y avait la mise en place de SMB2, la mise en place de LDAP Free. J'ai également essayé de faire un gros boulot pour intégrer en fait l'outil dans le gestionnaire de paquets pip pour pouvoir l'installer en faisant juste un pip install Hécatombe. Parce qu'à la base je suis pas du tout développeur Python, donc c'était assez compliqué de mettre ça en place. Et tout à l'heure d'ailleurs on parlait de Blue Team. En fait, il faut savoir que l'outil, il peut être également utilisé dans un cadre de pentest interne. Et d'ailleurs, ça a été une demande de mon manager. C'est que, en fait, quand on récupère les identifiants, donc ils sont en clair, et on a une option qui a été intégrée maintenant, qui est l'option MD5, qui permet de déchiffrer l'intégralité des blobs, mais au moment de l'affichage, ou alors de l'export en CSV, parce que c'est aussi une possibilité, de les hacher en MD5. Ce qui fait que ensuite, on a tous les mots de passe des utilisateurs, donc qui étaient stockés dans leur gestionnaire d'identification, qui sont hachés en MD5, et donc on peut essayer de faire du brute force dessus avec des word lists qui ont fuité. Ça permet de pouvoir comparer en fait le mot de passe des utilisateurs à des bases de mots de passe qui ont fuité, mais sans pour autant corrompre le mot de passe de l'utilisateur. Alors là, c'est ce qu'on appelle le Private Intersection Set dans le domaine de la privacy, et il y a des algorithmes un peu plus élaborés à base de filtres de Bloom et autres pour savoir si un mot de passe est dans une liste sans avoir la liste ni le mot de passe, on va dire. Alors, je pense que tu parles de... Ça repose sur quoi? Comment est-ce que ça fonctionne Des maths. Non, mais pour résumer un filtre de Bloom, en fait, alors c'est plus compliqué que ça, mais voilà, un algorithme possible, c'est tu prends ton mot de passe et tu le hashes en MD5, en SHA-1, en SHA-256, en SHA-512, et à chaque fois, tu gardes que le dernier bit. Et tu fais pareil de l'autre côté, et tu compares. Et si au bout d'un moment, le bit est toujours le même, t'en déduis que c'est le même mot de passe, mais tu connais ni le mot de passe, ni la word list, tu vois. C'est juste que statistiquement, si la même donnée hachée par 50 algorithmes différents donne le même bit final, tu as une chance sur 2 puissance 50 que ce soit pas la même. Et voilà. Après, il y a des maths plus compliqués pour faire du Private Intersection Set. On a fait un épisode avec Damien Desfontaines qui bosse là-dessus, mais là, par contre, je pourrais pas te les expliquer, c'est trop compliqué, quoi. Enfin, même moi, je comprends pas, donc... Je connaissais pas du tout. En fait, tous les gens qui bossent dans le domaine de la privacy ont leurs propres problèmes, hein, la K-anonymity, les choses comme ça, et qui sont assez avancés, mais pas du tout connus des experts en sécurité. Et pourtant, il y aurait des applications, je pense, dans le domaine de, justement, si tu veux mettre en place l'utilisateur change son mot de passe et tu veux lui dire, attention, vous réutilisez un mot de passe qui est connu dans un dump, mais tu veux pas connaître le mot de passe de l'utilisateur et tu veux pas connaître le mot de passe du dump. Enfin, tu veux pas avoir accès à des dumps parce que c'est illégal, comme... Un autre épisode de Limite Sécu l'explique.
Et sinon, rien à voir, mais j'ai retrouvé ces NAI Labs qui effectivement étaient, qui étaient la même chose que McAfee à l'époque et qui ensuite a fusionné, qui a été utilisé par Microsoft pour faire le design des PAPI. D'accord, ok. Rien à voir, mais est-ce que Impacket supporte SMB3 et SMB Overquick aujourd'hui? Parce que tu parles beaucoup de SMB2, mais... Alors, SMB Overquick, je sais pas du tout, je connais pas. Je sais que par défaut, en fait, Impacket, il va essayer plusieurs versions de SMB jusqu'à en trouver une compatible. Et c'est ça, justement, généralement, qui déclenche, qui fait trigger, en fait, les EDR. Donc, le fait de forcer SMB2, justement, il va pas essayer de savoir si il y a du SMB3 ou du SMB2 ou du SMB1 et puis finalement prendre celui entre les deux. On lui force la version. On aurait pu forcer SMB3 également, hein, ça aurait pas posé de problème, mais c'est le fait de chercher justement à quelle version est dispo qui fait que ça trigger les EDR. C'est justement cette pull request là, elle a été faite sur l'outil avec un lead pentester, donc qui fait du red team là pour le coup. Donc c'était pas vraiment la cible à la base, mais bon. Et pour répondre à la question de Johan, et si j'ai bien compris, mais tu m'arrêtes si je me trompe, en fait, le contrôleur de domaine a une clé privée qui est utilisée sur tout le domaine pour chiffrer les secrets des PAPI en backup. Parce que si l'utilisateur perd son mot de passe ou si tu réinitialises le mot de passe de l'utilisateur depuis la console d'admin, potentiellement tous ces secrets des PAPI sont plus accessibles vu qu'ils étaient hachés avec le SHA-1 de l'ancien mot de passe que tu ne connais pas. Exactement. D'où cette clé de backup, mais cette clé de backup n'est jamais descendue sur le poste. En fait, tu fais un appel RPC au contrôleur de domaine en lui demandant de te déchiffrer le fichier MKF et le contrôleur de domaine vérifie que tu es bien le propriétaire de cette donnée. Alors, en fait... Vas-y. Non, vas-y. Du coup, j'ai bon ou c'est plus compliqué que ça? Alors, en fait, l'utilisateur... Par défaut, c'est le hash en SHA-1 de son mot de passe qui va être utilisé pour chiffrer, déchiffrer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait un contrôle ALSUP, modifier mon mot de passe, la DPAPI va se charger de déchiffrer, rechiffrer tous les blobs, enfin toutes les master keys du coup, avec le bon hash, le nouveau hash. Et que si on lance un invite de commande en tant qu'admin et qu'on fait un net user pour changer le mot de passe, et ben tous les blobs vont être inutilisables. Donc c'est de là que ça vient. Et c'est la clé publique du contrôleur de domaine qui est utilisée pour chiffrer en backup. Et donc, c'est la clé privée qui permet de déchiffrer. Et en fait, cette clé n'est jamais descendue sur le poste de l'utilisateur. Tu peux tenter un backup de cette clé et ça va générer un événement spécial dans Windows bon là, je le triche, hein, je l'ai sous les yeux, c'est le 4692. Ouais. Mais par contre, cette clé elle est jamais copiée sur un poste utilisateur. C'est l'utilisateur qui demande le recovery au contrôleur de domaine et le contrôleur de domaine fait le déchiffrement et renvoie la clé de secours, la master key déchiffrée au client, non? Ou alors c'est complètement con comme design. Cette partie-là, je sais pas du tout. Je peux pas te dire. Ce que je sais, c'est que la clé privée, on peut l'exporter. D'ailleurs, c'est ce que fait le script. Il va extraire la clé privée et il va la conserver dans un répertoire. En fait, j'ai toute une structure dans le script. Ça va générer en fait un répertoire qui porte le nom du domaine. À l'intérieur, ça va stocker la clé privée, donc le fichier PVK. Ça va créer également un répertoire blob, un répertoire master key. Ça va stocker toutes les master keys de tous les utilisateurs dans le répertoire master key, parce qu'on se fiche en fait d'avoir une arborescence dans ce répertoire-là. Et ensuite, dans le répertoire blob, ça va créer un dossier par machine, et ensuite, dans chaque machine, ça va créer un dossier par utilisateur accessible. Parce qu'en fait, ça va tester tous les utilisateurs sur tous les ordinateurs. Sauf que, par exemple, Johan, il n'a pas forcément ouvert de session sur le poste de Hervé. Mais par contre, du coup, Hervé, il a ouvert une session sur son poste à lui. Donc du coup, je vais pouvoir créer l'arborescence pour savoir que tel blob appartient à Hervé et qu'il a été stocké sur telle machine. Non, mais mon poste, il est sous Linux. Donc, alors, attends. La clé privée du contrôleur de domaine, quand même, comme le disait Nico, se retrouve à un moment donné sur la machine de l'utilisateur, puisqu'elle est placée dans ton outil, dans un répertoire que... Oui,
Oui, tout à fait. Après, et pour récupérer cette clé privée, est-ce que tu exploites une vulnérabilité? Est-ce que tu utilises des processus qui sont parce que tu es admin local, ou comment est-ce que tu fais pour récupérer cette clé? Alors, il n'y a pas du tout de vulnérabilité d'exploiter. C'est le comportement normal en fait. Vu que le script s'exécute avec un compte admin du domaine, on peut exporter la clé privée du contrôleur, vu qu'on a les droits dessus. Mais est-ce que c'est comme ça que fonctionne le système de recouvrement de Windows? Quand tu réinitialises le mot de passe d'un utilisateur et qu'il se relogue, est-ce que le poste de l'utilisateur va contacter le contrôleur de domaine et exporter la clé privée? Dans tous les cas, la clé privée, elle est jamais exportée. Ce sera toujours la clé publique qui sera utilisée pour chiffrer le fichier MKF. Mais quand un poste Windows utilise lui-même de manière légitime le mécanisme de recouvrement, comment ça se passe? C'est-à-dire que je suis un vrai utilisateur, j'appelle le support technique au téléphone, j'ai dit j'ai oublié mon mot de passe Windows, merci de le réinitialiser. Le support me réinitialise mon mot de passe, je me log la première fois sous Windows, et donc là, il y a tout le système de rechiffrement, enfin d'extraction de la clé de recouvrement, de rechiffrement des secrets des PAPI, etc. Est-ce que cette étape, cette opération, elle aussi, va exporter la clé privée du contrôleur de domaine pour déchiffrer les anciens secrets qui ont été perdus et les rechiffrer avec la clé publique? Alors, j'imagine que oui, mais je ne suis pas sûr. Je pense pas en tout cas que la clé privée elle soit envoyée sur le poste du client. À mon avis, c'est plutôt les master keys qui sont envoyés sur le DC, sur le contrôleur de domaine, et ça doit être lui justement qui fait la manipulation, je pense. Sinon, ce sera un grave problème. Oui, tout à fait. Mais bon, on ne peut pas l'exclure. Du coup, le fait de sauvegarder la clé privée, parce que tu es admin de domaine et donc de l'exporter chez toi, c'est un événement qui, théoriquement, est quand même assez détectable et assez malveillant, on va dire. Oui. Mais ça touche à LSASS, donc forcément, c'est quelque chose qui est assez critique. Ouais. Bon, et s'il faut un compte admin du domaine en plus pour pouvoir le faire, Oui, après, c'est pas c'est un outil vraiment de post-exploitation. Donc c'est pas utilisé pour faire de l'élévation de privilèges. C'est vraiment du pivoting. Et alors du coup, pour revenir à la Blue Team, est-ce que tu peux faire tourner cette clé? Est-ce qu'il existe un mécanisme de rotation si ton domaine justement a été compromis, quelqu'un a récupéré des droits de domaine admin? Est-ce que la clé qui protège tous les secrets des PAPI, on peut la changer, ou est-ce qu'elle va rester ad vitam la même? Alors justement, c'est une bonne question et on est en train de travailler là-dessus parce que justement le but derrière tout ça, c'est de pouvoir trouver des mécanismes pour améliorer la sécurité. Et pour l'instant, on n'a pas encore la solution. On est en train de travailler pour l'instant sur les IOC qu'on pourrait détecter sur le comportement qu'a l'outil pour pouvoir le détecter plus facilement en amont. Mais pour l'instant, on n'a pas encore planché sur est-ce que la clé peut être renouvelée ou pas. Mais dans le mécanisme, je veux pas m'avancer trop vite, mais ça m'étonnerait. Parce que en fait, la clé privée et la clé publique, elles sont générées en fait à l'installation du domaine. Et donc du coup, si on la modifie, ça voudrait dire que derrière, il faut déchiffrer, rechiffrer toutes les master keys de tous les utilisateurs sur tous les postes. Donc, ça me semble assez critique. Pour moi, c'est pas possible. Ouais, c'est comme le mot de passe du KRBTGT. En fait, tu peux pour le coup, là, il y a un mécanisme qui permet de le changer. Et pour les anciennes machines qui n'ont pas été mises à jour, qui ne sont pas au courant du changement, il va quand même autoriser l'utilisation du mot de passe N-1. Mais tu peux du coup le changer 2 fois et faire en sorte que ton mot de passe KRBTGT, il est complètement... à post-compromission, tu peux arriver dans un état où tu as relativement confiance dans le fait que ça va marcher, que l'attaquant ne pourra pas revenir. Mais s'il a gardé la master key de déchiffrement de tous les secrets des PAPI, potentiellement, il peut encore faire des choses. Alors, est-ce que ça montre que lors d'une remédiation, il faut véritablement régénérer son domaine et donc repartir réellement à zéro?
Bah, pour moi, oui, c'est l'idéal. Changer le mot de passe. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui en sont pas persuadés, hein, donc le réexpliquer. Et là, j'ai l'impression que tu le démontres. C'est nécessaire. Bah, changer le mot de passe du compte KRBTGT, c'est bien parce que ça évite du coup les attaques de Silver et Golden Ticket. Mais les jetons, en général, ils ont des durées de vie assez courtes, sauf si le jeton est forgé et dans ces cas-là, il peut avoir une durée limitée. Mais effectivement, là, il me semble que la clé privée du contrôleur de domaine, il n'y a qu'une seule version qui est conservée. Donc pour moi, c'est pas possible de la changer. J'ai pas encore planché sur cette modification là, mais ça me semble compliqué à mettre en place. Si je me rappelle bien, on avait fait un épisode avec Benjamin Delpy à ce sujet, et il expliquait qu'effectivement c'était très compliqué, mais qu'il fallait le faire. D'accord. Et sinon, ton outil Hécatombe, il y a déjà beaucoup de pentesters qui s'en servent. T'as eu un succès immédiat ou pas encore? Alors j'ai essayé de le mettre en avant, on va dire, en faisant un compte Twitter, parce que j'utilise beaucoup Twitter et je me suis dit s'il y a des gens qui veulent pas forcément connaître ma vie mais qui veulent avoir un peu des notifications de l'outil, ils peuvent s'abonner au compte pour recevoir uniquement en fait les mises à jour de l'outil. Et on a un peu moins de 200 étoiles sur le dépôt GitHub. J'ai eu pas mal de retours, notamment un pentester qui est venu me voir au tout début de la sortie de l'outil, parce que moi le plus gros annuaire sur lequel j'avais pu le tester, c'était à peu près 800 postes, et lui il avait pu le tester sur un annuaire beaucoup plus gros. Et en fait, il s'est avéré que Impackets, quand on fait des requêtes LDAP, il limite les résultats à 1000 occurrences. Donc du coup, par défaut. Donc on peut augmenter cette limite-là. Mais du coup, à la base, je l'avais pas prévu dans le script. Donc oui, du coup, c'est toujours c'est utilisé par plusieurs pentesters. J'ai eu pas mal de retours. Donc on a pu corriger quelques bugs. Et puis la plupart des retours que j'ai eus sont plutôt positifs. Donc c'est cool. Le nom Hécatombe, ça vient d'où? Parce que c'est avec un K. Hein. Parce que ça fait tomber des têtes. En fait, le nom de l'outil, je me suis dit comment je pourrais l'appeler. Et je me suis dit, en fait, le problème, c'est que cet outil-là, il va mettre en avant un peu les mauvaises pratiques, on va dire, qui sont utilisées par les admin 6, principalement. Alors, je suis un mauvais élève aussi, hein, je stocke aussi des identifiants dans le gestionnaire d'identification de Windows, mais normalement, on devrait pas le faire. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir un gestionnaire de mot de passe avec de la double authentification, pardon. Mais tout le monde utilise le Credman, notamment quand on ouvre une session RDP. À chaque fois, on clique sur mémoriser le mot de passe et du coup, ça s'enregistre. Et donc, du coup, quand on fait du pentest et qu'on arrive à retrouver plein d'identifiants stockés sur les sessions des administrateurs, donc notamment ceux qui font du support sur toute la partie client, sur les opérateurs qui gèrent la sauvegarde, qui est souvent déportée de l'annuaire, du coup, en fait, il y a pas mal de monde qui s'en veut un peu, et du coup c'est là qu'est arrivé le nom Hécatombe, parce que du coup ça fait tomber des têtes. Internet prétend que le chiffrement initial de ces secrets a été fait par une clé symétrique et pas une paire de clés RSA. Est-ce que est-ce que tu as testé ton outil contre un Windows 2000, ou est-ce que Windows 2000 est considéré comme n'étant plus rencontré en pentest aujourd'hui? Alors j'ai pas du tout testé. Le plus bas niveau que j'ai testé, c'est du 2012 standard, et le plus haut c'est du 2022, du serveur 2022. J'ai pas testé plus bas que 2012 standard. Et processus, de quoi tu as besoin maintenant? Tu cherches des utilisateurs, des contributeurs, des auditeurs de ton code Python, puisque tu nous as quand même dit que tu avais choisi Python parce que tu le connaissais pas encore. De quoi tu as besoin?
Alors, les trois. En fait, des utilisateurs pour pouvoir trouver un peu s'il y a des bugs. Des contributeurs. Je l'ai dit dans les présentations que j'ai fait de l'outil. Je suis ouvert à toute possibilité d'évolution de l'outil. Au contraire, vous êtes les bienvenus, venez. Et oui, effectivement, le code Python aujourd'hui, c'est une grosse fonction qui fait tout. Il y a aucun système de classe ou quoi que ce soit. Donc ça a le mérite de fonctionner, mais voilà, c'est avec mes faibles compétences en Python, quoi. Je l'ai dit, je l'assume, je suis pas développeur Python, donc voilà, si quelqu'un veut mettre les mains dans le cambouis, il y a pas de souci. Bon, eh bien, l'appel est lancé. Nico, tu voulais... Il y a des tests unitaires au moins? Généralement, oui, j'ai un environnement de test à la maison et avant chaque PR, je revérifie que tout est bon et j'envoie en prod une fois seulement que tout est parfait. Bon, bien, bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.